Mon mari a amené sa collègue au dîner du 75e anniversaire de ma mère. Je les ai regardés se tenir la main sous la table pendant que ma famille les accueillait. Alors, je lui ai donné mes bijoux, mon alliance, et je lui ai indiqué où trouver ses valises prêtes. Puis j'ai dit à tout le monde exactement qui elle était vraiment et je suis parti pour toujours. Vous savez ce qu'on dit de l'audace de certaines personnes? Je m'appelle Rebecca. J'ai 36 ans et je croyais autrefois que le mariage signifiait faire équipe, se soutenir mutuellement dans tout, bâtir une vie ensemble brique par brique. Je pensais que la loyauté était sacrée, que la famille comptait, qu'il y avait certaines limites que même les personnes les plus égoïstes ne franchiraient pas. Je me suis trompé sur mon mari, mais j'avais absolument raison sur la façon de gérer quelqu'un qui prend votre gentillesse pour de la faiblesse. Laissez-moi vous dépeindre un tableau de ce à quoi ressemblait ma vie avant que tout n'explose. Marc Lefebvre et moi étions mariés depuis 11 ans, ensemble depuis 14 ans au total, et nous avions ce que tout le monde appelait le mariage parfait. Nous nous étions rencontrés à l'université quand j'étudiais pour devenir enseignante, et lui travaillait pour obtenir son diplôme en commerce. J'étais l'organisée, celle qui planifiait, celle qui gardait la trace des anniversaires et s'assurait que les cartes de remerciement étaient envoyées à temps. Marc était le charmeur, celui qui pouvait faire rire tout le monde, qui se souvenait des boissons préférées de chacun lors des fêtes, et qui savait toujours exactement quoi dire pour faire sentir aux gens qu'ils étaient spéciaux. Nous nous complétions magnifiquement dans ces premières années. Je m'occupais de la logistique de notre vie, payais les factures, organisais notre appartement, entretenais les relations avec nos deux familles, planifiais notre avenir avec une sorte d'attention détaillée que Marc trouvait à la fois impressionnante et légèrement accablante. Il s'occupait des aspects sociaux, se faisant des amis partout où nous allions, utilisant son réseau pour obtenir de meilleures opportunités d'emploi, rendant notre vie amusante et spontanée d'une manière qui équilibrait mon approche plus structurée de tout. Lorsque nous nous sommes mariés, je me suis adapté sans heurts à ce que je pensais être mon rôle de rêve, épouse dévouée et future mère. J'ai enseigné à l'école primaire pendant les premières années de notre mariage, aimant le travail, mais le voyant toujours comme quelque chose dont je me retirerais éventuellement lorsque nous commencerions à avoir des enfants. La carrière de Marc dans la vente décollait, et il était financièrement logique que je sois celle qui s'occupe de tout à la maison afin qu'il puisse se concentrer sur l'ascension de l'échelle de l'entreprise. Le problème est que nous avons lutté contre l'infertilité pendant des années, mois après mois d'espoir, de planification, de déception. Plusieurs cycles de traitement qui étaient physiquement et émotionnellement épuisants et financièrement éprouvants. Marc a été un soutien pendant les premières tentatives, me tenant la main lors des rendez-vous médicaux, des injections et de la déception écrasante lorsque chaque cycle échouait. Mais avec le temps, je pouvais le voir s'éloigner du processus, de la focalisation constante sur la grossesse, de la femme que je devenais sous le stress de tout cela. Après 5 ans d'essai, nous avons finalement fait la paix avec le fait de ne pas avoir d'enfant. Mais somewhere en chemin, quelque chose avait changé dans notre dynamique. Sans enfant à charge, mon rôle dans notre mariage est devenu moins clair. J'avais quitté l'enseignement pour me concentrer sur les traitements de fertilité et soutenir la carrière de Marc de plus en plus exigeante. Mais maintenant, j'étais juste une femme qui gérait notre foyer, tenait notre calendrier social, prenait soin des parents vieillissants de Marc, et essayait de trouver un but en étant la femme derrière un homme qui réussissait. La carrière de Marc prospérait au-delà de tout ce que nous avions imaginé lorsque nous étions des étudiants fauchés mangeant des nouilles instantanées et partageant des manuels. Il était passé de la vente de base à la vente pharmaceutique, puis à la vente d'appareils médicaux, et a finalement décroché un poste dans une entreprise de biotechnologie qui lui rapportait plus d'argent que nous n'aurions jamais rêvé d'en avoir. Il voyageait constamment, conférences médicales, réunions clients, séminaires de formation, et je suis devenue experte dans la gestion de notre vie en solo tout en présentant un front uni quand il était à la maison. Notre maison était magnifique, une villa de 4 chambres dans une banlieue chic avec un aménagement paysager parfait et des pièces qui auraient été des chambres d'enfants parfaites si les choses avaient été différentes. Je la gardais impeccable, organisais des dîners pour les collègues de Marc, et j'ai progressivement construit toute mon identité autour du fait d'être sa femme. J'étais la femme qui se souvenait des anniversaires de chacun, qui organisait les fêtes de Noël, qui envoyait des cadeaux attentionnés lorsque des collègues avaient des bébés ou obtenaient des promotions. J'étais Madame Marc Lefebvre, et j'étais bonne à ça. Mais somewhere en chemin, Marc a commencé à changer. Le succès lui allait bien, peut-être trop bien. Les augmentations et les primes signifiaient des vêtements de marque et des montres coûteuses et une confiance qui ressemblait parfois plus à de l'arrogance. Il a commencé à parler différemment de notre vie ensemble, faisant référence à ma maison et ma réussite d'une manière qui me faisait sentir comme une employée plutôt qu'une partenaire.
Lorsque les gens complimentaient notre belle maison ou notre style de vie enviable, Marc acceptait les éloges sans mentionner que c'était moi qui avais rendu tout cela possible en gérant tout le reste, afin qu'il puisse se concentrer uniquement sur le travail. Le programme de voyage est devenu plus chargé à mesure que Marc accédait à un poste de vente senior qui l'obligeait à gérer les relations avec des clients majeurs dans plusieurs régions du pays. Il partait pendant des jours, parfois des semaines, assistant à des conférences, des sessions de formation et des événements de divertissement clients qui semblaient mêler travail et plaisir d'une manière qui me rendait vaguement mal à l'aise. Mais je lui faisais entièrement confiance. C'était mon mari, l'homme que j'aimais depuis mes 22 ans, l'homme qui m'avait aidé à traverser les traitements de fertilité, les décès familiaux et tous les défis majeurs que la vie nous avait lancés. Avec le recul, je peux voir que les signes avant-coureurs étaient là, mais ils étaient si subtils et étalés sur une si longue période que je les ai considérés comme des changements normaux qui accompagnent le succès professionnel et le fait de vieillir. Marc a commencé à se soucier davantage de son apparence, nouvelle coupe de cheveux, produit de soins de la peau coûteux, un abonnement à la salle de sport qu'il utilisait réellement. Il a amélioré sa garde-robe avec des vêtements plus élégants et jeunes que ses tenues de travail conservatrices précédentes. Il a commencé à écouter de la musique différente, à suivre d'autres comptes de médias sociaux, et semblait généralement passer par ce que je supposais être un simple rafraîchissement normal de la quarantaine. Le comportement au téléphone était plus difficile à ignorer. Marc avait toujours été assez décontracté avec son téléphone, le laissant sur les comptoirs pendant qu'il se douchait ou me demandant de vérifier les messages lorsqu'il conduisait. Mais progressivement, il est devenu protégé par mots de passe et attaché en permanence à sa hanche. Lorsque je commentais ce changement, il l'expliquait comme une sécurité nécessaire pour les communications professionnelles. J'ai des informations clients sensibles là-dedans maintenant, disait-il. L'entreprise est très stricte en matière de protection des données. Je pourrais être licencié si quelqu'un accédait à mes emails professionnels sans autorisation. Mais je le surprenais à sourire à son téléphone pendant le dîner, tapant de longs messages avec le genre de concentration et d'attention qu'il réservait auparavant aux communications professionnelles importantes ou aux conversations avec moi. Quand je lui demandais à qui il envoyait des SMS, il donnait des réponses vagues sur des collègues ou des clients ou des discussions de groupe avec d'autres représentants commerciaux. Toujours lié au travail, toujours parfaitement raisonnable, toujours livré avec juste assez d'irritation pour me faire sentir coupable d'avoir posé la question. Les voyages d'affaires ont commencé à durer plus longtemps et à être plus fréquents. Marc partait le dimanche soir pour ce qui était auparavant une réunion client de 2 jours et ne rentrait que le vendredi après-midi. Le client veut prolonger la consultation, expliquait-il au téléphone depuis la ville qu'il visitait. Ils envisagent un achat d'équipement majeur, donc je dois être disponible pour des réunions supplémentaires. Cela pourrait être une énorme commission pour nous. L'argent coulait certainement à flot, primes plus importantes, augmentation de salaire, dîner sur le compte de frais qui finançait un style de vie avec lequel aucun de nous n'avait grandi. Mais Marc était différent lorsqu'il rentrait de ses voyages prolongés, plein d'énergie d'une manière qui semblait n'avoir rien à voir avec le succès professionnel. Il était presque euphorique, parlant de manière animée des villes qu'il avait visitées, des restaurants qu'il avait essayés, des personnes intéressantes qu'il avait rencontrées. « Tu devrais voir Paris au printemps », disait-il en défaisant des vêtements qui sentaient un parfum coûteux que je ne reconnaissais pas, peut-être devrions-nous prévoir des vacances là-bas un jour. Mais quand je suggérais de planifier réellement un tel voyage, il reculait, affirmant que son emploi du temps était trop imprévisible pour s'engager dans des voyages personnels. La partie vraiment étrange était la façon dont Marc commençait à me traiter différemment après ses voyages, plus attentif pendant le premier jour ou deux, m'apportant de petits cadeaux et étant inhabituellement affectueux, puis devenant progressivement distant et distrait jusqu'à ce qu'il soit temps pour le prochain voyage d'affaires. C'était comme s'il traversait une sorte de cycle de culpabilité, compensant quelque chose avant de se retirer dans ce qui consommait son attention quand je n'étais pas là. Il y a 6 mois, Marc a commencé à parler d'une nouvelle collègue qui avait rejoint sa division, la docteure Amandine Chen, une stratège marketing brillante qui avait été recrutée pour aider à développer des campagnes promotionnelles pour leur nouvelle gamme de produits. Elle est incroyablement talentueuse, disait Marc, décrivant les approches novatrices d'Amandine en matière d'engagement client et son impressionnant parcours universitaire. Elle a un prestigieux diplôme d'une grande école de commerce, 10 ans dans un grand cabinet de conseil, et elle comprend vraiment comment traduire des concepts médicaux complexes en messages marketing convaincants. Amandine est devenue un sujet de conversation fréquent à notre table de dîner, ses aperçus sur les tendances du marché, ses solutions créatives aux défis des clients, son efficacité dans les présentations sous haute pression. Amandine pense que nous devrions restructurer toute notre approche du marché pour certaines régions stratégiques, disait Marc, se lançant dans des explications détaillées de stratégies que je ne comprenais pas,
mais qui l'excitait clairement professionnellement. Elle a cette perspective nouvelle qui est exactement ce dont notre division avait besoin. J'étais heureuse que Marc travaille avec quelqu'un dont il respectait tant les talents. Après des années à l'entendre se plaindre de collègues incompétents et de politiques d'entreprise frustrantes, c'était rafraîchissant d'entendre un enthousiasme sincère à propos d'un partenariat professionnel. Elle a l'air géniale, répondais-je lorsque Marc décrivait la dernière idée brillante ou la présentation client réussie d'Amandine. J'aimerais la rencontrer un jour, mais cette invitation ne semblait jamais se concrétiser. Lorsque je suggérais d'inviter Amandine et son mari à l'une de nos soirées, Marc expliquait qu'elle était trop occupée par des projets clients majeurs. Lorsque j'offrais d'assister à des événements sociaux de l'entreprise où je pourrais rencontrer cette collègue qui avait clairement un impact si positif sur la vie professionnelle de Marc, il prétendait que les événements étaient des affaires ennuyeuses qui ne feraient que me faire perdre mon temps. La première fois que j'ai entendu la voix d'Amandine, c'était il y a 3 mois, lorsqu'elle a appelé le téléphone de Marc pendant qu'il était sous la douche. J'ai répondu sans réfléchir, comme j'avais répondu à son téléphone des centaines de fois au fil des années lorsqu'il n'était pas disponible. « Bonjour » dit une voix féminine chaleureuse et professionnelle. « C'est Amandine. Est-ce que Marc est disponible ? Nous avons une conférence téléphonique dans 10 minutes concernant la présentation Morrison. Il est sous la douche, expliquai-je, mais je peux lui demander de vous rappeler dès qu'il a terminé. » Il y eut une brève pause, puis un ton légèrement différent lorsqu'Amandine dit « Oh, vous devez être Rebecca. » Marc parle de vous tout le temps, mais quelque chose dans sa façon de le dire, le subtil changement dans sa voix, me fit ressentir une anxiété indéfinissable. Lorsque j'ai parlé à Marc de l'appel d'Amandine, sa réaction fut étrange, pas reconnaissant que j'ai pris un message important, mais presque irrité que j'ai répondu à son téléphone. « J'aurais préféré que tu laisses aller sur la messagerie vocale, dit-il en s'essuyant les cheveux avec plus de force que nécessaire. Amandine est nerveuse avant les présentations clients et elle s'est probablement sentie mal à l'aise de devoir t'expliquer la situation au lieu de simplement laisser un message. Elle semblait gentille, dis-je en observant attentivement le visage de Marc. Elle a dit que tu parlais de moi tout le temps. Bien sûr que je le fais, répondit Marc rapidement, mais il ne me regardait pas dans les yeux. Tu es ma femme. Pourquoi ne te mentionnerais-je pas à mes collègues ? Mais il institua une nouvelle règle après cette conversation, je ne devais plus répondre à son téléphone car les appels professionnels impliquaient souvent des informations clients confidentielles que les conjoints n'étaient pas autorisés à entendre. Il y a 2 mois, j'ai trouvé le reçu. Marc m'avait demandé de prendre son portefeuille dans la poche de sa veste afin qu'il puisse donner un pourboire au livreur, et glisser derrière ses cartes de crédit, se trouvait un petit morceau de papier qui me glaça le sang. Il provenait d'une bijouterie coûteuse du centre-ville, datée de la semaine précédente, lorsque Marc était censé être à Bordeaux pour une présentation client. Le reçu montrait un achat de boucles d'oreilles en diamant pour 3200 €. Des boucles d'oreilles que je n'avais jamais vues. Des boucles d'oreilles qui n'étaient certainement pas pour moi puisque mon anniversaire n'était que dans 6 mois et que notre anniversaire de mariage était passé sans aucun cadeau de bijoux. Lorsque j'ai confronté Marc à propos du reçu, il avait une explication prête. C'est pour ton cadeau de Noël, dit-il avec une sorte de ton exaspéré qui suggérait que j'étais déraisonnable de poser la question. Je les ai achetés en avance parce que la vendeuse a dit que c'était la dernière paire de ce style. Peux-tu s'il te plaît juste oublier que tu as vu ça et faire semblant d'être surprise en décembre ? Mais Noël était encore à 4 mois et en 11 ans de mariage, Marc n'avait jamais acheté mes cadeaux plus d'une semaine à l'avance. C'était un acheteur de dernière minute qui achetait généralement mes cadeaux la veille de Noël, me sollicitant souvent pour m'aider à choisir des choses qui me plairaient vraiment. L'idée qu'il soit soudainement devenu le genre de personne qui planifiait les cadeaux de Noël des mois à l'avance était absurde. J'ai commencé à faire plus attention après ça. Pas en fouinant exactement, mais en remarquant des schémas que j'avais auparavant considérés comme des fluctuations normales de l'humeur et du comportement de Marc. La façon dont il devenait secret à propos de son emploi du temps de voyage, esquivant les questions sur les villes qu'il visitait ou les clients qu'il rencontrait. La façon dont il avait commencé à s'habiller différemment pour les voyages d'affaires, emballant des vêtements plus décontractés et élégants que ses tenues de travail conservatrices habituelles. Les relevés de cartes de crédit racontaient leur propre histoire une fois que j'ai commencé à les regarder avec suspicion au lieu de confiance. Des charges provenant de restaurants coûteux dans des villes où Marc prétendait assister à des dîners d'affaires ennuyeux. Des notes d'hôtel pour des chambres qui coûtaient 2 fois ce que son entreprise approuvait généralement pour les voyages d'affaires. Des achats dans des magasins dont je n'avais jamais entendu parler, dans des endroits qui ne correspondaient pas à son itinéraire supposé. Il y a 1 mois, tout s'est mis en place de la manière la plus dévastatrice possible. Marc était censé être à Lyon pour une conférence de 3 jours sur les appareils médicaux,
mais j'avais reçu un appel de sa mère me demandant si je savais pourquoi Marc n'avait pas rappelé après le message vocal qu'elle lui avait laissé. Concernant la prochaine procédure médicale de son père. Je lui ai laissé 2 messages hier, dit-elle, visiblement inquiète. Ce n'est pas son genre de ne pas me rappeler quand il s'agit de la santé de son père. J'ai essayé d'appeler directement l'hôtel de Marc en utilisant le numéro qu'il m'avait donné en cas d'urgence. Lorsque j'ai demandé à être connecté à la chambre de Marc Lefebvre, l'employé de la réception m'a dit qu'il n'y avait aucun client de ce nom enregistré à leur hôtel. J'ai appelé 2 autres grands hôtels à Lyon, pensant qu'il y avait peut-être eu un changement d'hébergement de dernière minute. Pas de Marc Lefebvre dans aucun d'eux. C'est là que j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 11 ans de mariage, j'ai suivi sa position à l'aide de la fonction localiser mon iPhone que nous avions configuré des années auparavant pour des raisons pratiques. Selon le GPS de son téléphone, Marc n'était pas du tout à Lyon. Il était à Marseille, séjournant dans un hôtel boutique haut de gamme dans un quartier romantique connu pour ses restaurants intimes et ses charmants bed and breakfast. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Non seulement Marc mentait sur sa position, mais il mentait de manière si élaborée et confiante. Pendant des mois, peut-être des années, mon mari avait mené une double vie et j'avais été si confiante, si concentrée sur le fait d'être l'épouse de soutien que j'avais manqué chaque indice évident. J'ai passé les 2 semaines suivantes à faire un travail de détective qui aurait fait la fierté d'un détective privé. J'ai recoupé les déclarations de voyage de Marc avec ses charges de carte de crédit et j'ai découvert un schéma de tromperie qui remontait à près de 2 ans. Des voyages d'affaires dans des villes où son entreprise n'avait pas de clients. Des séjours à l'hôtel qui duraient plus longtemps qu'aucun objectif professionnel légitime ne pouvait justifier. Des notes de restaurant pour 2 personnes dans des établissements romantiques que personne ne choisirait pour des dîners professionnels. Mais la dernière preuve est venue d'une source inattendue, les médias sociaux. La docteure Amandine Chen avait un profil LinkedIn professionnel et approprié, mais elle avait aussi un compte Instagram qu'elle avait gardé public. En parcourant ses photos, j'ai trouvé des images de villes que Marc avait visitées, de restaurants où il était allé, même une photo de la piscine de l'hôtel boutique à Marseille, où son téléphone avait été localisé pendant sa supposée conférence à Lyon. Amandine était belle et professionnelle d'une manière élégante qui m'a soudainement fait prendre conscience à quel point je m'étais négligé pendant nos années de lutte pour la fertilité et la dépression subséquente. Elle semblait avoir la trentaine avec le genre de style et de confiance sans effort qui viennent du succès et de l'admiration. Sur ses photos, elle avait l'air heureuse, rayonnante, comme une femme qui vivait sa meilleure vie et était appréciée pour exactement qui elle était. Les photos Instagram n'incluaient pas Marc. Amandine était clairement assez intelligente pour ne pas documenter leur liaison publiquement, mais les lieux et le timing étaient trop coïncidents pour être ignorés. Chaque voyage d'affaires que Marc avait fait au cours des 6 derniers mois pouvait être retracé dans des villes où Amandine avait posté des photos de la même période. Ils voyageaient ensemble, séjournaient dans des hôtels romantiques, mangeaient dans des restaurants intimes, et vivaient une relation fantastique financée par le mariage et la vie de famille que j'entretenais pendant que Marc prétendait travailler. C'est là que j'ai pris une décision qui allait tout changer. Au lieu de confronter Marc immédiatement, au lieu d'avoir la conversation en larmes sur notre mariage à laquelle il s'attendait probablement, j'ai décidé de le laisser faire le premier pas. Je voulais voir jusqu'où il était prêt à pousser cette tromperie, combien il était prêt à risquer pour ce qu'il avait trouvé avec Amandine. L'occasion s'est présentée il y a 2 semaines lorsque ma mère a annoncé qu'elle organisait un grand dîner de famille pour célébrer son 75e anniversaire. Ma mère, qui avait accueilli Marc dans notre famille comme un fils, qui nous avait soutenus dans nos luttes pour la fertilité, qui avait espéré des petits-enfants qui ne sont jamais venus et avait canalisé toute cette énergie maternelle pour gâter Marc à la place. Elle voulait réunir tout le monde, mes parents, mon frère David et sa femme Sophie, Marc et moi, pour ce qu'elle appelait une vraie célébration avec toutes mes personnes préférées. Bien sûr, nous serons là, ai-je dit à ma mère lorsqu'elle a appelé pour discuter des détails. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Est-ce que je dois faire la réservation quelque somewhere ou voulez-vous le faire chez vous? Faisons-le dans ce bon restaurant italien du centre-ville, dit-elle avec enthousiasme. Celui où toi et Marc avez fait votre dîner de répétition. J'inviterai tout le monde pour samedi soir. Ce sera parfait. Lorsque j'ai parlé à Marc du dîner d'anniversaire de ma mère, sa réaction fut révélatrice. Au lieu d'accepter immédiatement d'assister à une célébration familiale pour la femme qu'il avait traitée comme un fils pendant plus d'une décennie, il a commencé à s'enquérir de la date, de l'heure, de savoir s'il était absolument nécessaire qu'il soit là. J'ai peut-être un conflit de travail ce week-end, dit-il, ce qui était son excuse habituelle pour éviter les obligations familiales ces derniers temps. C'est le 75e anniversaire de ta mère, dis-je fermement. Bien sûr qu'il est nécessaire que tu sois là.
Elle attend ça avec impatience depuis des semaines. Quel conflit de travail pourrait être plus important que cela? Marc a rapidement fait machine arrière, réalisant probablement que manquer l'anniversaire marquant de ma mère serait difficile à expliquer ou à justifier. Tu as raison, dit-il. Je m'assurerai de garder cette soirée libre. La famille passe avant tout. Mais je pouvais le voir déjà calculer, essayant probablement de trouver comment gérer ce qu'il avait prévu avec Amandine autour de cette obligation familiale. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qui s'est passé ensuite. 3 jours avant le dîner d'anniversaire de ma mère, Marc est rentré du travail avec une annonce qui m'a coupé le souffle. J'espère que ça ne te dérange pas, dit-il avec désinvolture, comme s'il mentionnait un léger changement dans les plans du dîner. Mais j'ai invité Amandine à se joindre à nous pour l'anniversaire de ta mère. Je l'ai regardée fixement, certaine d'avoir mal entendu. Tu as invité Amandine au dîner d'anniversaire de ma mère? Elle traverse une période très difficile en ce moment, expliqua Marc, son ton suggérant que c'était un geste parfaitement raisonnable et attentionné. Son divorce a été finalisé le mois dernier, et elle se sent assez isolée. Elle n'a pas de famille à proximité, et j'ai pensé que ce serait bien de l'inclure dans une célébration familiale chaleureuse. Ta mère adore rencontrer de nouvelles personnes, et Amandine aurait probablement besoin de gentillesse en ce moment. L'audace était à couper le souffle. Marc voulait amener sa maîtresse au dîner du 75e anniversaire de ma mère, la présenter à ma famille et la faire s'asseoir à notre table en faisant semblant d'être juste une collègue pendant que je jouais le rôle d'épouse accueillante. Il voulait utiliser la célébration de ma mère comme couverture pour passer une soirée avec la femme avec qui il voyageait secrètement depuis des mois. Ne penses-tu pas que c'est un peu inapproprié, demandai-je prudemment, essayant de garder ma voix neutre pendant que mon esprit s'emballait face aux implications de ce qu'il venait de suggérer. Inapproprié comment, répondit Marc avec ce qui semblait être une confusion sincère. C'est une collègue qui traverse une période difficile. Nous sommes juste gentils avec quelqu'un qui a besoin de soutien. Je pensais que tu apprécierais le geste. En fait, tu dis toujours que nous devrions être plus accueillants envers les personnes qui ont des difficultés. Il avait raison. J'étais toujours pour la gentillesse et l'inclusion. J'étais celle qui invitait les voisins seuls aux fêtes de Noël, qui organisait des chaînes de repas pour les collègues traversant des moments difficiles, qui insistait pour que nous incluions les amis célibataires maladroits de Marc dans nos activités sociales. Marc utilisait mes propres valeurs contre moi, me rendant impossible de m'opposer sans paraître mesquine et inhospitalière. Je pense juste que le dîner d'anniversaire de ta mère n'est peut-être pas le meilleur moment pour présenter de nouvelles personnes, dis-je, testant son engagement envers ce plan. C'est censé être une célébration familiale. Amandine ne rendra pas les choses bizarres, m'assura Marc. Elle est incroyablement professionnelle et socialement douée. Elle passera probablement la majeure partie de la soirée à interroger ta mère sur sa vie et à la faire se sentir spéciale. Crois-moi, ta mère l'adorera. Crois-moi. La phrase me frappa comme une gifle. Faire confiance à l'homme qui avait menti sur sa position pendant des mois, qui finançait une relation secrète avec de l'argent de nos comptes joints, et qui prévoyait maintenant d'amener sa maîtresse à ma célébration familiale et de me regarder sourire et jouer l'hôtesse pendant qu'elle était assise à notre table. C'est là que j'ai réalisé que Marc ne trahissait pas seulement notre mariage. Il me testait. Il voyait jusqu'où il pouvait aller, jusqu'où il pouvait repousser les limites de ma confiance et de ma tolérance avant que je me lève enfin pour me défendre. Il s'était tellement habitué à ma nature de soutien et accommodante qu'il croyait sincèrement que j'accueillerais sa maîtresse dans ma réunion de famille et le remercierais pour l'opportunité d'être gentil avec elle. Il avait tort. Au lieu d'argumenter davantage, j'ai souri et j'ai hoché la tête. Tu as raison, dis-je doucement. Je suis sûr qu'Amandine apprécierait d'être incluse. Pourquoi ne lui donnes-tu pas mon numéro pour qu'elle puisse se coordonner avec moi pour les détails? Je détesterais qu'elle se sente mal à l'aise de ne pas savoir à quoi s'attendre. Marc sembla surpris mais satisfait de ma réponse. C'est vraiment généreux de ta part, dit-il en me donnant le genre de câlin reconnaissant qu'il donnait autrefois lorsque j'étais particulièrement compréhensif face à ses exigences professionnelles. Amandine va être tellement touchée par cette invitation. Tu es la meilleure femme qu'un homme puisse demander. La meilleure femme qu'un homme puisse demander, n'est-ce pas? J'ai passé les 3 jours suivants à planifier la réponse stratégique à la trahison la plus élaborée qu'une femme ait jamais exécutée. Marc pensait qu'il me manœuvrait habilement dans une situation où je serais forcé de bien m'entendre avec sa petite amie pendant qu'il profitait de nous avoir toutes les deux à la même table. Il pensait pouvoir utiliser ma célébration familiale comme terrain d'essai pour la dynamique de relations tordues qu'il essayait de créer. Il était sur le point d'apprendre que certains jeux ont des conséquences qu'il n'avait jamais vues venir.
Le samedi soir arriva avec ce genre de temps d'octobre vif qui rend tout significatif et définitif. Je m'habillai soigneusement dans la robe bleu marine que Marc m'avait complimentée lors de notre dîner d'anniversaire l'année dernière, assortie au collier de diamants qu'il m'avait offert pour Noël il y a 2 ans. Je voulais avoir l'air de l'épouse dévouée que tout le monde attendait que je sois, jusqu'au moment où j'arrêterais de jouer ce rôle pour toujours. Marc était nerveux d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, vérifiant son apparence plusieurs fois et demandant à plusieurs reprises si j'étais sûr que ma famille serait accueillante envers Amandine. Peut-être que je devrais l'appeler et suggérer de faire ça une autre fois, dit-il alors que nous nous rendions au restaurant. Je ne veux pas qu'elle se sente mal à l'aise si ta famille pose trop de questions sur le travail ou sa vie personnelle. Trop tard maintenant, répondis-je calmement. D'ailleurs, tu as dit qu'elle était socialement douée et professionnelle. Je suis sûr qu'elle gérera toutes les questions qui se présenteront. Le restaurant était parfait pour ce que j'avais prévu, assez intime pour que les conversations soient facilement entendues, mais assez public pour que tout ce qui se passerait ait des témoins. Ma famille était déjà assise lorsque nous sommes arrivés, mes parents, mon frère David et sa femme Sophie, et leurs 2 adolescents Sarah et Michel à qui on avait promis un dessert s'ils se comportaient bien pendant le dîner avec les adultes. Voilà notre reine d'anniversaire, m'écriai-je, embrassant ma mère sur les 2 joues et lui présentant le magnifique bouquet que j'avais commandé chez sa fleuriste préférée. Tu es absolument radieuse. 75 ans n'ont jamais été aussi beaux. Ma mère rayonnait, portant la robe vert émeraude qu'elle avait achetée spécialement pour cette célébration et le collier de perles que mon père lui avait offert pour leur 40e anniversaire. C'est tellement spécial, dit-elle en serrant ma main. Avoir tout le monde réuni comme ça. Je me sens si chanceuse d'avoir une famille aussi merveilleuse. Marc avait pris sa place habituelle à côté de moi, mais je pouvais le voir vérifier son téléphone et jeter des coups d'œil vers l'entrée du restaurant. Amandine était censée nous rejoindre ici à 19h30, et il était maintenant 19h45. Peut-être qu'elle a changé d'avis, suggérai-je utilement. Les collègues de travail se sentent parfois mal à l'aise lors des événements familiaux. Non, elle sera là, dit Marc avec plus de certitude que la situation ne le justifiait. Elle est probablement juste en retard. Tu sais comment la circulation peut être le samedi soir. À exactement 19h50, Amandine entra dans le restaurant, et je dois admettre qu'elle était superbe. Les photos Instagram n'avaient pas rendu justice à sa présence. Elle avait le genre de confiance et de prestance qui viennent du succès professionnel et de l'attrait personnel. Elle portait une robe de cocktail noire parfaitement appropriée pour un dîner de famille, mais assez élégante pour suggérer qu'elle avait réfléchi à son apparence pour cette soirée. Mais ce qui me frappa le plus fut la façon dont elle regardait Marc. Même de l'autre bout du restaurant, je pouvais voir la chaleur et la familiarité dans son expression lorsqu'elle repéra notre table. Ce n'était pas le regard d'une collègue rejoignant une fonction sociale liée au travail. C'était le regard d'une femme voyant son petit ami à ce qu'elle pensait probablement être leur premier pas vers l'officialisation de leur relation. Amandine. Marc se leva immédiatement et lui fit signe, toute sa posture se transformant en quelque chose de plus lumineux et plus animé que ce que j'avais vu de lui depuis des mois. Tout le monde, voici la docteure Amandine Chen, la collègue dont je vous ai parlé. Amandine, voici la famille de Rebecca, ses parents Margaret et Robert, son frère David et sa femme Sophie, et leurs enfants Sarah et Michel. Amandine s'approcha de notre table avec une grâce professionnelle, serrant la main de chaque membre de la famille et offrant des salutations chaleureuses mais appropriées. Merci beaucoup de m'avoir incluse dans votre célébration, dit-elle à ta mère avec ce qui semblait être une gratitude sincère. Marc m'a dit à quel point cette étape est spéciale, et je suis honoré d'être ici. Ma mère, qui n'avait jamais rencontré d'étranger qu'elle ne pouvait charmer, se lança immédiatement dans une conversation avec Amandine sur son travail, son parcours et son récent déménagement dans notre ville. Amandine répondit à toutes les questions avec exactement le bon équilibre d'ouverture et de professionnalisme, partageant suffisamment d'informations personnelles pour paraître accessible tout en maintenant des limites appropriées pour une collègue assistant à une fonction familiale. Mais j'observais la dynamique entre Amandine et Marc, et il était évident pour quiconque y prêtait attention que ces 2 personnes avaient une relation qui allait bien au-delà de la collaboration professionnelle. La façon dont la main d'Amandine effleura brièvement l'épaule de Marc lorsqu'elle s'assit. La façon dont Marc se déplaça immédiatement pour s'assurer qu'Amandine était à l'aise, lui demandant si elle voulait quelque chose à boire, si la chaise était à la bonne hauteur, si elle voyait clairement le menu. La façon dont il semblait avoir une conversation entière par des regards et de subtiles expressions faciales. Alors, Amandine, dit mon père d'un ton chaleureux qu'il utilisait lorsqu'il était sincèrement intéressé à faire connaissance avec quelqu'un. Marc nous dit que vous êtes brillante en stratégie marketing.
Comment avez-vous atterri dans la vente pharmaceutique? Amandine se lança dans une explication captivante de son parcours professionnel, et je pouvais voir ma famille être charmée par son intelligence et sa chaleur. Elle était exactement le genre de personne avec qui il voudrait que Marc travaille, accomplie, éloquente et gentille. Dans d'autres circonstances, je l'aurais peut-être sincèrement aimé moi-même. Rebecca, dit ma mère pendant une brève accalmie dans la conversation, n'as-tu pas dit que tu voulais aller aux toilettes avant de commander? Je n'avais rien dit à propos d'avoir besoin d'aller aux toilettes, mais j'ai reconnu le signal de ma mère qu'elle voulait me parler en privé. Bien sûr, dis-je, m'excusant de la table. Je reviens tout de suite. Dans les toilettes des dames, ma mère m'a immédiatement acculé. Chérie, dit-elle d'un ton inquiet qui signifiait qu'elle avait remarqué que quelque chose n'allait pas, tout va bien? Tu as l'air différente ce soir, tendu. Je vais bien, répondis-je en retouchant mon rouge à lèvres dans le miroir avec des mains plus fermes que prévu. Juste fatigué. Marc a tellement voyagé pour le travail dernièrement. À propos de ça, dit ma mère prudemment, sa collègue semble charmante, mais ne trouves-tu pas que c'est un peu inhabituel pour lui d'amener une amie de travail à une célébration familiale, surtout quelqu'un qui est si... Elle fit une pause, cherchant le mot juste. Belle, fournis-je utilement. Jeune, corrigea ma mère diplomatiquement. Et je suis peut-être vieille, mais je ne suis pas aveugle. La façon dont il se regarde, es-tu sûr qu'il n'y a rien dont tu veuilles parler? Je me tournai pour faire face directement à ma mère, cette femme qui m'avait élevée pour être forte et indépendante et ne jamais me contenter de moins que ce que je méritais. En fait, dis-je avec un sourire qui parut parfaitement sincère pour la première fois depuis des mois, il y a quelque chose dont je veux parler, mais retournons d'abord à table. J'ai quelque chose que je dois dire à tout le monde. Lorsque nous sommes retournés à table, Amandine et Marc étaient plongés dans une conversation sur un projet de travail, leurs têtes penchées l'une vers l'autre d'une manière qui aurait été complètement inappropriée s'ils n'étaient réellement que des collègues. Ma famille avait clairement remarqué la dynamique, et je pouvais voir la confusion et l'inquiétude sur leurs visages alors qu'ils essayaient de comprendre ce qui se passait. Avant de commander, dis-je, me levant et levant mon verre d'eau, j'aimerais porter un toast à ma merveilleuse mère pour son 75e anniversaire. Tout le monde leva ses verres avec expectative, y compris Amandine, qui semblait ravie d'être incluse dans ce qu'elle pensait probablement être une douce tradition familiale. Maman, continuai-je en regardant directement la femme qui m'avait appris tout ce que je savais sur la dignité et le respect de soi. Tu m'as toujours dit que la chose la plus importante dans la vie est de s'entourer de personnes qui te valorisent vraiment, qui voient ta valeur et te traitent en conséquence. Tu m'as appris que l'amour doit te faire grandir, pas te démolir, et que quiconque prend ta gentillesse pour acquise ne mérite pas une place à ta table. Les yeux de ma mère commençaient à se remplir de larmes, et je pouvais voir qu'elle commençait à comprendre que ce toast concernait plus que son simple anniversaire. Tu m'as aussi appris, continuai-je, ma voix devenant plus forte à chaque mot, que quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, tu dois le croire. Et que parfois, la chose la plus aimante que tu puisses faire est de refuser de permettre le mauvais comportement de quelqu'un d'autre. Marc commençait à avoir l'air mal à l'aise, sentant probablement que ce toast prenait une direction qu'il n'avait pas prévue. Alors, ce soir, dis-je, posant mon verre d'eau et passant ma main derrière mon cou pour défaire mon collier de diamants. Je veux donner à Amandine quelque chose de très spécial pour marquer cette occasion. Je fis le tour de la table jusqu'à l'endroit où Amandine était assise, son visage un mélange de confusion et d'alarme croissante alors qu'elle commençait à réaliser que quelque chose n'allait vraiment pas dans cette situation. Amandine, dis-je gentiment, plaçant le collier sur la table devant elle. Marc te valorise clairement tellement qu'il voulait que tu sois ici pour cette importante célébration familiale. Il nous a dit à quel point tu es brillante et spéciale, combien il apprécie travailler avec toi, combien de temps vous passez ensemble lors des voyages d'affaires. Le visage d'Amandine perdait rapidement de sa couleur alors qu'elle commençait à comprendre que je savais exactement qui elle était et ce qu'elle représentait pour mon mari. Alors, je pense que tu devrais avoir ce collier, continuai-je, puis je fouillai dans mon sac à main et en sortis les boucles d'oreilles en diamant que Marc était censé avoir achetées pour mon cadeau de Noël. Et ces boucles d'oreilles que Marc t'a achetées le mois dernier quand vous étiez tous les deux à Marseille ensemble au lieu de Lyon, où il m'a dit qu'il assistait à une conférence professionnelle. Le silence à notre table était assourdissant. Mais je n'avais pas fini. J'enlevai mon alliance de mon doigt et la posai sur la table à côté des autres bijoux. Et puisque Marc préfère clairement ta compagnie à la mienne, je pense que tu devrais avoir ça aussi. Après tout, tu agis comme sa femme depuis des mois maintenant, alors autant avoir la bague qui va avec le rôle. Amandine semblait sur le point de vomir. Marc semblait calculer s'il pouvait d'une manière ou d'une autre convaincre tout le monde que ce n'était qu'un malentendu. Mais attendez, dis-je gaiement,
fouillant dans mon sac à main une dernière fois et sortant mon téléphone. Il y a plus. J'ouvris mon application Uber et commandai rapidement une voiture pour notre maison. J'ai arrangé une voiture pour vous emmener, toi et Amandine, récupérer vos affaires chez nous, annonçai-je à Marc avec le même ton joyeux que j'avais utilisé pour annoncer une fête surprise. Vos valises sont déjà faites et posées près de la porte d'entrée. J'ai pris la liberté d'y inclure tous vos vêtements préférés, vos affaires de toilette et vos objets personnels. Même ce coûteux parfum que tu portes lors de tes voyages d'affaires. Marc retrouva sa voix, finalement. Rebecca, tu es folle. Ce n'est pas ce que tu crois. Amandine n'est qu'une collègue, et tu embarrasses tout le monde avec cette scène ridicule. Oh, j'embarrasse tout le monde? Je ris, et cela sonnait sincèrement amusé. Marc, tu as amené ta petite amie au dîner du 75e anniversaire de ma mère. Tu es resté assis là et à regarder ma famille l'accueillir pendant que tu vous teniez la main sous la table et faisiez semblant qu'elle n'était qu'une amie de travail. Tu as utilisé la célébration de ma mère comme couverture pour votre liaison, et tu penses que c'est moi qui cause l'embarras. Je me tournai pour m'adresser à toute la table, parlant de la même voix calme et claire que j'avais utilisée pour enseigner aux élèves de deuxième année pendant des années. Tout le monde, j'aimerais vous présenter la docteure Amandine Chen, la femme avec qui mon mari a une liaison depuis 1 an. Ils voyagent ensemble lors de faux voyages d'affaires, séjournent dans des hôtels romantiques et mènent leur relation avec l'argent de nos comptes joints pendant que je restais à la maison à jouer l'épouse de soutien. Mon frère, David, fixait Marc avec un dégoût non dissimulé. Ma belle-sœur, Sophie, avait son bras autour de ma mère, qui semblait essayer de comprendre ce qui se passait. Ma nièce Sarah et mon neveu Michel regardaient avec une sorte de fascination horrifiée qui vient du fait d'être témoins d'un drame adulte dépassant leur compréhension. La partie vraiment magnifique, continuai-je, m'animant sur mon thème, c'est que Marc pensait qu'il était si intelligent d'amener Amandine ici ce soir. Il pensait pouvoir tâter le terrain, voir comment ça faisait de nous avoir toutes les deux dans le même espace. Peut-être commencer à préparer le terrain pour l'arrangement relationnel tordu qu'il a en tête. J'ai pris mon sac à main et mon manteau, puis j'ai regardé directement Amandine, qui était toujours assise figée sur sa chaise avec mes bijoux éparpillés devant elle. Félicitations, Amandine. Tu as gagné. Tu as Marc, ses mensonges, sa manipulation, et son mépris total pour les sentiments des autres. Tu as aussi le privilège de te demander chaque fois qu'il voyage pour le travail s'il te fait ce qu'il m'a fait. Je me penchai et embrassai ma mère sur la joue. Joyeux anniversaire, maman. Je suis désolé que ta célébration ait été détournée par la crise de la quarantaine de mon mari, mais je te promets que tu auras de bien meilleurs anniversaires une fois que je serai sorti de cette situation. Rebecca, dit ma mère en tendant la main vers la mienne. Es-tu sûr de ça? Peut-être que vous devriez parler en privé avant de prendre des décisions permanentes. Nous avons largement dépassé le stade de la discussion, répondis-je gentiment. Ce n'est pas un malentendu ou une erreur. C'est une trahison délibérée qui dure depuis plus d'1 an. Marc a fait son choix lorsqu'il a décidé de financer une relation secrète pendant que j'entretenais notre maison et notre mariage. Je fais simplement le mien. Je me tournai vers Marc une dernière fois. Ton Uber sera là dans 4 minutes. Je vous suggère, à toi et à Amandine, de récupérer rapidement vos affaires à la maison car les serrures seront changées d'ici demain matin. Mon avocate prendra contact avec toi concernant la procédure de divorce lundi. Tu ne peux pas juste me mettre dehors de ma propre maison, dit Marc désespérément, abandonnant enfin sa tentative de maintenir son innocence. La moitié de tout est à moi. J'ai des droits. Tu as droit à ce que la loi prévoit pour un conjoint infidèle, répondis-je gaiement, ce qui, selon mon avocate, n'est pas autant que tu le penses probablement, surtout lorsqu'il y a des preuves documentées d'adultère et de mauvaise gestion financière. Je me dirigeai vers la sortie du restaurant, puis je m'arrêtai et regardai en arrière vers la table où ma famille était assise dans un silence stupéfait, et où Marc et Amandine restaient figés sur leur chaise, entourés des bijoux que je venais d'offrir à sa maîtresse. Oh, et Amandine, appelai-je à travers le restaurant, ma voix portant clairement dans le silence qui s'était installé sur notre section de la salle à manger. Quand tu feras les valises de Marc ce soir, tu devrais peut-être vérifier attentivement son placard. J'ai trouvé des relevés de cartes de crédit très intéressants glissés derrière ses chemises habillées. Il s'avère que tu n'es pas sa première liaison, juste la plus récente. Mais je suis sûr que vous deux arrangerez ça. Sur ce, je sortis du restaurant et dans la nuit fraîche d'octobre, laissant derrière moi 11 ans de mariage et un homme qui avait pris ma gentillesse pour de la stupidité. C'était il y a exactement 2 semaines.
Marc a passé une nuit dans un hôtel avec Amandine avant qu'elle ne décide apparemment qu'un mari infidèle en plein milieu d'un divorce ou le n'était pas l'amélioration romantique qu'elle espérait. Selon des amis communs, elle a été mutée dans une autre division de leur entreprise et a bloqué tout contact avec Marc en dehors des communications professionnelles nécessaires. Marc séjourne actuellement chez son frère et conduit une voiture de location tout en essayant de trouver un avocat qui acceptera son dossier. La maison, qui était à mon seul nom, est en cours de préparation pour la vente. Les comptes joints ont été clôturés et les actifs distribués selon ce que j'ai apporté par rapport à ce que Marc a apporté au fil des années. Il s'avère que lorsque vous êtes le principal soutien de famille dans un mariage et que vous tenez des registres financiers détaillés, le partage des actifs devient beaucoup plus simple. Ma famille a été incroyablement solidaire, surtout ma mère, qui m'a appelé le lendemain matin pour me dire à quel point elle était fière de la façon dont j'avais géré la situation. « Je t'ai élevé pour que tu connaisses ta valeur, dit-elle. Et te voir te défendre ainsi a été l'un des meilleurs cadeaux d'anniversaire que tu aurais pu me faire. » Mon frère David fut moins diplomate. « J'ai toujours pensé que Marc était un peu trop à l'aise avec ta réussite, admit-il. La façon dont il parlait de tes réalisations comme si elles étaient en quelque sorte aussi ses réalisations. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Mais la partie la plus satisfaisante de toute cette situation a été de redécouvrir qui je suis lorsque je n'essaie pas d'être l'épouse parfaite pour quelqu'un qui n'apprécie pas les efforts. J'ai recommencé à enseigner, prenant un poste dans une école privée qui valorise mon expérience et mes compétences. J'ai renoué avec des amis que j'avais perdus de vue pendant les années où toute ma vie sociale tournait autour de la carrière et des préférences de Marc. J'ai 36 ans, je suis nouvellement célibataire et enfin libre de bâtir une vie basée sur ce que je veux au lieu de ce dont quelqu'un d'autre a besoin de ma part. Fini de gérer la carrière d'une autre personne tout en sacrifiant mes propres ambitions. Fini de prétendre que les mensonges sont acceptables tant qu'ils sont livrés avec charme et confiance. Fini d'accepter le rôle de personnage secondaire dans ma propre histoire de vie.